Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show, votre émission d'actualité et de débat qui revient donc après ce mois de Ramadan à sa programmation habituelle. Rendez-vous donc tous les samedis, mesdames et messieurs, à partir de 20h45 et ce jusqu'à 22h30. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Gamal Abina. Bonsoir Gamal. Badis Nissa est également avec nous. Bonsoir Badis. Bonsoir Nourad, bonsoir tout le monde et surtout Saha Aidkoum. Saha Aidkoum, effectivement. Bonsoir Faisal Motawi. Bonsoir Nourad, bonsoir aux amis téléspectateurs. Saha Aidkoum. Il y a également Mehdi Rezal avec nous. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Aidkoum Moubarak à tout le monde et à toutes les familles et à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, réchauffement des relations entre Alger et Paris. Après l'appel téléphonique du président Emmanuel Macron au président Abdelmadjid Tebboune, une reprise du dialogue qui sera actée dès demain avec la visite à Alger du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. L'armée nationale populaire détruit un drone armé de reconnaissance qui a pénétré l'espace aérien national à proximité de la ville frontalière de Tin Zaouatine en 6e région militaire. Nous en parlerons également. L'actualité internationale dominée par les massacres continus de Palestiniens à Gaza. L'armée sioniste poursuit sa violation du cessez-le-feu en ciblant les civils dans le silence le plus total de la communauté internationale. Et puis en dernière partie, Nariman Zekar nous rejoindra pour parler de valorisation, de protection de notre patrimoine avec le dépôt d'un dossier d'inscription de l'art et de l'ornementation avec des bijoux en argent émaillé de l'habit féminin de la Kabylie, à l'UNESCO. On en parle dans quelques instants. Et pour cette première partie, messieurs, on s'intéresse donc à la reprise du dialogue entre Alger et Paris, après l'appel téléphonique du président français Emmanuel Macron au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. C'était à l'occasion de l'Aïd. Une réponse, Badis, aux dernières déclarations de Abdelmadjid Tebboune sur la crise diplomatique entre les deux pays. Les présidents ont donc décidé d'aplanir les différends et de raviver le dialogue d'égal à égal. C'est très important, d'égal à égal. Très important, d'ailleurs c'est dans le continuum de cette communication, effectivement cet appel téléphonique qui, ma foi, était important, stratégique, mais surtout aussi qui vient peut-être sonner la fin de ces 8 mois de crise, notamment diplomatique, et surtout aussi, je dirais, une véritable feuille de route a été mise en place communément par les deux présidents notamment, et puis surtout aussi un retour à la raison, notamment de la France, pour effectivement, finalement écouter la sagesse et la raison de l'Algérie qui a été à maintes reprises rappelée à l'ordre pour qu'on puisse effectivement mettre en place des fondations saines pour des relations et un dialogue sain. Il est fondamental. Et c'est pourquoi aussi, je dirais, aujourd'hui ce jalon il est enfin désormais le moment ou le temps d'avancer pérennement, mais surtout aussi d'une manière intelligente et sérieuse. Il y a aussi un autre point, je dirais, la diplomatie finalement a été restituée à ses détenteurs légitimes. Donc aujourd'hui, c'est d'égal à égal, c'est d'un président à un autre président, c'est d'un ministre des Affaires étrangères à un autre. Et par voie de conséquence, j'ai envie de dire, c'est plus fort que moi, c'est que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau notamment, a été, je dirais, ramené à sa véritable dimension et son vrai niveau, ses prérogatives, à savoir un ministre de l'Intérieur de la France et non pas un ministre de l'Intérieur de l'étranger. C'est très important de le rappeler. On va dire les choses, il a été remis à sa place tout simplement. Il a été remis à sa place, le ministre de l'Intérieur a été remis à sa place parce que 2 personnes de bonne intelligence ont discuté et ont trouvé des solutions ensemble. Et revenir à la raison entre président de la République, entre les 2 présidents de la République, c'était la solution idoine pour arrêter, comme l'a si bien dit notre président de la République, tout ce capharnaüm et tout ce brouhaha qui est diligenté par les médias d'extrême droite et les partis d'extrême droite française. Parce que il faut savoir une chose qui est très importante, et je pense qu'on le sait tous autour de la table, c'est que ça a fait du buzz. L'Algérie, parler de l'Algérie, ça fait des clics, ça fait de l'audimat, c'est vendeur de parler de l'Algérie. Alors, qui plus est, si tu la critiques, c'est encore plus vendeur. Voilà, Badis. Moi, c'est quelque chose que je voulais dire haut et fort parce que maintenant la raison a repris le dessus et c'est ça ce qui est important. Tout à fait, et un élément fondamental aussi à rappeler en filigrane, c'est que la secte, et je l'avais qualifié la dernière fois de secte, exactement, cette secte anti-Algérie, cette secte anti-apaisement, cette secte anti-normalisation entre les deux pays aujourd'hui a été véritablement
enterrée et mise à l'écart définitivement. Tout à fait. Moi, je pense, Badis et Mahdi, qu'il y a des... Oui, c'est c'est exact. vraiment une secte qui a eu. Effectivement, C'est la le mot employé. La diplomatie est revenue à leur véritable détenteur, c'est-à-dire les chefs d'État. C'est le président français qui a appelé donc, le président algérien à l'occasion de l'Aïd. C'était aussi une occasion de relancer le partenariat renouvelé, la déclaration d'Alger de août 2022. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, des Affaires de l'Europe viendra à Alger, comme l'a souligné Nouhed, pour justement acter cette relance. Et vous aurez noté, Mahdi Badis, qu'il y a 3 points qui ont été, le communiqué officiel a contenu au moins 3 points très importants. D'abord, la coopération sécuritaire, qui a été à l'arrêt, et c'est très important parce que la coopération sécuritaire sous-entend la coordination entre les services secrets, les services de police, de gendarmerie, sur les questions notamment de lutte contre le terrorisme. Et ça, c'est plutôt la partie française qui était perdante, parce qu'on connaît bien que nos services sont très efficaces en la matière, et donc c'est une coopération qui a été rétablie. Le deuxième point, à mon avis, qui est important, c'est la coopération judiciaire, et Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, ministre de la Justice français, viendra bientôt après la visite de son homologue des Affaires étrangères pour justement relancer ce dossier, parce que l'Algérie a fait des demandes, a envoyé des commissions rogatoires sur plusieurs dossiers, notamment de personnes qui sont poursuivies en Algérie pour des actes de terrorisme, pour atteinte à la sûreté de l'État, etc. Elle attendait un retour de la part de la partie française, un retour qui n'a pas eu lieu. Et le troisième dossier, et là on note effectivement la mise à l'écart de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, c'est la question migratoire, qui sera donc prise en charge par la diplomatie, pas par le ministre de l'Intérieur français, qui du reste a fait des déclarations un peu pour occuper le terrain, pour dire qu'il a gagné, alors que c'est le principal pardon de sa campagne haineuse menée contre l'Algérie depuis plusieurs mois. Et donc ces 3 dossiers, je pense qu'ils sont très importants: sécurité, justice, mais également investissement, parce que les 2 parties ont évoqué la nécessité de relancer l'investissement. Bien sûr, on parlera tout à l'heure, Nouhed, des questions qui sont liées à la mémoire avec la commission mixte des historiens qui doit se réunir bientôt à Paris pour la 6e session. Gamal, est-ce qu'il y a aujourd'hui une véritable volonté politique de dépasser cette crise entre Alger et Paris ? Je pense que cette volonté politique, elle existe depuis 2017. Monsieur Macron est arrivé en Algérie avec un discours très fort sur le fait de dire qu'il y a eu, effectivement, on le sait tous, un crime contre l'humanité, ce qui est un terme très fort. C'est marqué dans le temps, 45 Nuremberg, on sait ce que ça veut dire. Mais surtout, c'est pas un enfant de la colonisation, c'est pas un enfant du colonialisme, c'est pas un enfant de la guerre d'Algérie. C'est un homme qui voulait dépasser cela. Et en même temps, il y a des conseillers retour qui donnent de mauvaises idées. Et il y a eu quelques dérapages, c'est vrai, de la part de M. Macron, parce que manifestement, il y a des personnes qui poussent de droite et de gauche. Aujourd'hui, on se rend bien compte que lorsque le président algérien dit « nous ne pouvons pas parler », alors moi j'utilise un terme très fort, mais on ne parle pas aux larbins, on parle à ceux qui décident. En 5e République, c'est le président et son ambassadeur des Affaires étrangères, c'est lui qui parle pour le président. En aucun cas un ministre de l'Intérieur qui n'est pas un ministre de l'Extérieur. Et donc quand il parle comme cela, il dit il faut ramener un petit peu de raison gardée comme on dit. Et à côté de ça, on a un monsieur, bon, je n'ai même pas envie de donner son nom tellement il n'est pas intéressant, il faudra le dire, monsieur Retailleau, qui essaie de se gargariser, c'était dit à l'instant, par le fait qu'il aurait gagné quelque chose. C'est pas vrai, il n'a rien gagné du tout, il a été désavoué. C'est une humiliation d'État. Pourquoi ? Parce que lui, il était en train de mettre dans la balance sa démission. Il ne démissionne pas, parce que s'il démissionne, il n'est plus rien. Voilà, alors, il a été désavoué, mais ça ne l'a pas empêché de parler encore dans d'autres médias français. Mais c'est intéressant parce qu'il parle en tant que perdant, pas en tant que gagnant. Il dit, juste important, il dit quoi en tant que perdant ? J'ai obtenu ce que j'ai demandé. Il n'a rien obtenu. C'est pas lui qui l'obtient, parce que ça a été dit à l'instant par Faisal, c'est le ministre de la Justice qui vient, plus lui. Lui, il ne peut pas venir. Oui. Alors que c'est sa prérogative. Ensuite, il dit, j'ai gagné, pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est humiliant. Il a prétendu, et c'est là, j'ai dit il y a quoi, 2 semaines, que c'est un menteur. Il prétendait qu'il avait l'assentiment du président, ce qui n'est pas vrai. Le président de la République, il a un besoin d'avoir des relations apaisées avec l'Algérie, parce qu'il sait que la profondeur naturelle, sur le plan économique, je parle, de la France, sur un plan économique, pour sauver son économie, c'est la plateforme nord-africaine et l'Algérie. Donc aujourd'hui, on a un petit peu plus de raisons. Mais moi, j'ai envie de dire simplement, c'est que non seulement M. Retailleau, que je qualifie d'homme d'extrême droite, ou de droite dure, on choisit ces termes, est désavoué, mais en plus, toute l'extrême droite, actuellement, on en parlera plus tard, est en train de s'effondrer. Oui. Donc le courant radical, raciste, et les anciens de l'Algérie française, tous ces radicaux sont en train de montrer qu'ils ne pèsent pas lourd face à la réalité politique. La réalité politique l'a emporté. Donc aujourd'hui, on peut se gargariser de 2 choses. On a un président qui était clairvoyant et qui n'est pas du tout rentré dans le jeu de la violence verbale, jamais.
il faut le rappeler. On a un président français qui, en bon an, mal an, a compris que son intérêt n'était certainement pas de faire la surenchère. Et il l'a dit plusieurs fois, à chacune de ses déclarations, il a pesé les pour et les contre, il a amené un petit peu de raison et il a rappelé que c'était lui qui dirigeait. Aujourd'hui, on ne parle plus des accords 68 parce que c'était quelque chose qui était démonétisé. On ne parle plus de ses obsessions sécuritaires parce que la France a besoin de sécurité au sud de la Méditerranée en collaboration avec l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier, qui est le poids lourd. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans une raison qui est de retour, et je pense, et j'espère, je ne vous le cache pas, parce que nous, les Algériens, les Franco-Algériens que nous sommes, on est pris en otage quelque part. S'il y a une tension, c'est nous qui prenons les premiers coups. On l'a vu dans nos voyages, il y a quelques petites intimidations. Eh bien, tout ça doit être réglé sur le terrain politique et sur le terrain, effectivement, de la mémoire et sur le terrain, effectivement, de la demande officielle de pardon. Alors, tout ça doit être réglé donc par le dialogue, les deux présidents l'ont bien dit. Mais Badi, je reviens vers vous. Je doute bien que ce réchauffement des relations ne plaît pas à tout le monde, notamment à l'extrême droite. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une sorte de sabotage? Écoutez, ou est-ce qu'on peut s'y attendre? Quelques jours en arrière, je vous aurais dit oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'extrême droite pense plus à sauver le soldat Le Pen. D'une part. D'autre part, absolument. Et je pense que pire que cela, c'est que le Rassemblement national, l'extrême droite, les promoteurs justement de l'antinormalisation avec l'Algérie, aujourd'hui sont plus soucieux de sauver aussi l'idéologie, le parti politique lui-même, le Rassemblement national. On en reparlera un peu plus tard, effectivement, puisque l'histoire se répète avec le Pen, le père, Jean-Marie Le Pen. Donc il me semble que oui, ils vont peut-être essayer de jouer les troubles faits comme ils ont pu le faire, mais je pense qu'à moindre mal et puis surtout à moindre niveau. C'est-à-dire que d'une manière très marginale, on va dire, puisque encore une fois, je pense que Retailleau, dans l'absolu, au-delà qu'il soit écarté, au-delà qu'il soit mis hors d'état de nuire, ce pyromane qui effectivement a cessé d'ailleurs de confondre entre la préparation de son rassemblement, son congrès notamment du 17 mai pour être élu à la présidence du Parti des Républicains, qui est un petit parti d'ailleurs qui ne représente que quasi 5 ou 6% de l'électorat et qui est en perdition, et avec bien évidemment les affaires et les relations bilatérales avec l'Algérie. Donc je pense que cette confusion aujourd'hui, cette pyromanie a fait de lui effectivement le premier fusible qui saute finalement, puisque vous savez, les relations bilatérales entre les pays, qui plus est des pays qui ont une histoire commune, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire elle est dramatique, elle est tragique, mais aussi qui partagent un présent et un futur, parfois incarné aussi par ce dénominateur commun qui est la communauté nationale établie à l'étranger, notamment en France, c'est un fait. C'est-à-dire on ne peut pas renier, on ne peut pas être dans le déni. Donc ces relations, tôt ou tard, seront amenées à revenir à la normale. Et d'ailleurs, le président, je pense Macron, a reconsidéré, puisque ça a pris 8 mois quand même pour sonner la fin de la cour de la récréation, a reconsidéré aussi la place de l'Algérie, notamment aujourd'hui en acteur pivot dans l'équation géopolitique. Il faut rappeler un élément fondamental aussi, c'est que la France connaît une crise diplomatique en Afrique. Donc un allié comme l'Algérie, un allié de taille, un allié vraiment fiable, un allié qui est aussi au service de la paix, au service de la stabilité, et ça a été évoqué par Faisal tout à l'heure par rapport à cette coopération sécuritaire, l'Algérie est incontournable dans cette équation. Donc il me semble aujourd'hui effectivement que ces faiseurs de troubles, notamment qui sont à l'extrême droite, ne sauront apporter, comme ils ont pu le faire peut-être les mois précédents, ne serait-ce qu'un là, ou ne serait-ce qu'un mot, ne serait-ce qu'un poids dans cette équation qui est déjà destinée à aller de l'avant, puisque, encore une fois, c'est dans la continuité de cette feuille de route voulue par les deux présidents. Je vais continuer sur ce que dit Badi, qui est très pertinent. Moi, je pense que Bruno Retailleau a trouvé un mur en face de lui. Il s'attendait très certainement à tomber sur un gouvernement de Béni Oui-Oui, où on allait lui dire oyez, oyez, faites ce que vous voulez, ici vous êtes chez vous. Et il a trouvé un homme, il a trouvé des hommes, il a trouvé un gouvernement bien solide, il a trouvé des institutions fortes, et il a surtout trouvé le soutien du peuple à son président. Et ils l'ont dit sur plusieurs plateaux de télévision, des médias qui sont dirigés par des partis d'extrême droite. Toutes les personnes, tous les consultants, tous les pseudo-politologues étaient choqués par le soutien du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par rapport à sa ligne conductrice. Pour eux, c'était impossible qu'il ait un tel engouement derrière ce qu'il prenait et les décisions qu'il prenait. Donc ça, ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que le peuple soit debout, comme un seul homme, derrière le président de la République. Et je pense que la baffe, elle a été là, la grande baffe, elle a été là, c'est qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Quand vous voyez le traitement qu'on a subi pendant plusieurs mois, alors en Algérie,
Pas plus que ça, parce que voilà, mais des Algériens qui habitent en France, et là il y en a en l'occurrence 3 sur le plateau, le traitement médiatique permanent avec le bashing algérien qu'on a subi, qui était dirigé par des partis d'extrême droite, qui était dirigé par des chaînes d'extrême droite, c'était délirant. On était dans un délire complet. Et que la fin de la récréation, comme l'a si bien dit Badi, ça a été sifflé par les 2 présidents de la République en disant bon, maintenant c'est plus une affaire de gamins, c'est les hommes qui vont parler et c'est les personnes qui sont en responsabilité qui vont parler. Ben, ça remet tout le monde à sa place. Et ça a vraiment remis tout le monde à sa place pour moi. Mais le président Abdelmadjid Tebboune, à 2 reprises, a fait appel au président Macron. L'interview avec le journal L'Opinion et l'interview aussi accordée à la presse nationale, c'était très clair. Le brouhaha et le cafarnaum. Absolument. Le chef d'État parle avec un chef d'État et la raison d'État ne dépasse parfois les ambitions personnelles, aussi petites que celles de Bruno Retailleau, qu'il voudrait être. Les ambitions personnelles, Faisal, excuse-moi. C'est de prendre... il faut se dire les choses. On est sur l'hebdo show algérien. On casse les codes sur ce plateau-là. Les ambitions personnelles de Bruno Retailleau, c'est d'être président d'un parti qui a fait moins de 5% aux dernières élections présidentielles. Donc, excusez-moi, c'est juste scandaleux. C'est minime. Ça n'a aucune valeur. C'est les 4%, les 5%, les Zemmour, les Ciotti, les Retailleau, etc. Mais il faut noter qu'il y a quand même, peut-être, je ne vais pas être d'accord avec Badis, il y a eu des tentatives de torpillage de ce rapprochement. Parce que le Sénat français, rappelez-vous, le même jour, je pense le lendemain de la communication téléphonique entre les 2 chefs d'État, il a invité une personne connue, poursuivie en Algérie pour d'une organisation terroriste. Quel est le message qui est envoyé par le Sénat français? Alors, le Sénat qui représente quand même la population française. Ça veut dire que je pense que les tentatives de sabotage de ce rapprochement vont se poursuivre peut-être à un niveau bas, pas élevé, parce que le président français et ceux qui le conseillent ont compris que l'extrême droite française, avec son discours de haine et son discours de docilité à l'égard d'Algérie, commence à menacer les intérêts supérieurs de la France, les intérêts économiques, stratégiques, sécuritaires aussi, parce que la coopération sécuritaire est très importante. Et donc, le rappel à l'ordre est important. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en 2027, parce que Badis a parlé de Marine Le Pen, qui a été condamnée et qui n'a pas le droit d'être élue pendant 5 ans pour détournement de fonds publics. Et en l'état, l'extrême droite française, c'est des spécialistes de détournement de public. Ce qu'a dit Faisal, c'est très important. Parce que malheureusement, en France, on a un environnement, un écosystème politique qui est assez malsain. La gauche n'a jamais fait d'effort pour se rapprocher de l'Algérie. Il faut être très clair, on ne va pas se raconter l'histoire, il n'y a jamais eu d'effort. La droite était... La gauche caviar. Oui, la gauche PS. Caviar. Oui, on s'entend bien PS. La gauche caviar. PS, c'est pour ça que je parle de la gauche et je cible le PS. Parti socialiste. Que de Mitterrand, toute la clique qui est arrivée après. Alors, ce qui se passe, c'est que la droite a toujours fait plus d'efforts. On parle de De Gaulle qui n'est pas de gauche, d'accord, qui a lâché l'Algérie, mais surtout... Enfin, qui a reconnu sa défaite, mais surtout... La droite de Chirac, donc c'est du gaulo-chiracisme, il y a un continuum historique. Celui qui avait le mieux compris la relation spéciale de l'Algérie. Tout à fait. Et bien quand Chirac arrive en Algérie, c'est une célébration. Parce qu'on sait que c'est un homme... Voilà, c'est un homme sérieux. On parle avec quelqu'un qui est un chef d'État. Voilà, parce que les chefs d'État, ça manque aujourd'hui. Et immédiatement après, quelques mois après, les lois ignobles sur, les lois mémorielles en l'occurrence, sur les bienfaits de la colonisation de l'Algérie. Ouais. On va dire simplement que là, on a... immédiatement dans son parti, c'est pas la gauche qui fait ça, c'est son parti qui s'abonne la planche. Ensuite, là c'est pareil, avec M. Macron, il fait plusieurs pas, et au sein de son mouvement politique, c'est un mouvement d'un agrégat de parti, de gauche comme de droite, eh bien les gens qui vont taper par derrière. À chaque fois qu'il fait un pas en avant... C'est du lobbying. Oui, mais j'entends bien, mais on voit bien que dans la droite, il y a toujours une méthode de frapper par derrière pour empêcher la relation entre l'Algérie et la France, parce qu'il y a des revanchards qui veulent absolument se positionner contre l'Algérie. Je te jure, ce n'est même pas une question de revanchards pour la plupart du temps, c'est juste du lobbying. Ce sont des gens qui n'ont ni foi ni loi, qui ne sont pas là pour l'histoire ou qui ne sont pas là pour les intérêts des pays. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Ils n'ont ni foi ni loi. Ils sont dictés par leur poche et leur argent. Combien de députés, combien de sénateurs, combien de politiques ont été attrapés la main dans le sac, où ils prônaient, où ils donnaient des textes de loi, où ils défendaient des textes de loi dont ils n'avaient aucune connaissance, ni croyaient, ni Adam. C'était juste pour une partie financière. Ne fais pas l'économie du caractère politique. Il y a aussi des gens qui sont les revanchards, des anciens de l'Algérie française, il y en a, mais après... Et ceux-là, ils sont dans une marge démocratique. On va continuer à parler de tout ça, messieurs. Le dossier de l'histoire et de la mémoire a été justement au centre de cet entretien téléphonique entre les 2 présidents, donc Macron et Tebboune. La commission mixte d'historiens algériens et français, vous le disiez Faisal, va reprendre du service. On rappelle qu'elle a été créée en 2022 à l'initiative des
deux présidents. Est-ce qu'on peut, Faisal, espérer une avancée des travaux concernant ce dossier mémoriel? Est-ce qu'on peut peut-être espérer la restitution des archives que l'Algérie Je pense que cette commission doit passer aux choses sérieuses, parce que c'est vrai que ça a été créé à la faveur de la visite du président Macron en août 2022, commission d'historiens composée d'historiens algériens et français, présidée côté algérien par M. Hassan Zridi et côté français par l'historien Benjamin Stora. Et il y a eu déjà 5 sessions de travail à Paris, à Constantine et à Alger, et la dernière remonte à mai 2024. Donc la prochaine aura lieu à Paris. Là, M. Zridi, qui est donc historien, qui est président donc de la commission et qui a déclaré dans une interview récente qu'il y a eu quand même 300 historiens algériens qui ont contribué, qui aident cette commission pour réclamer beaucoup de choses, parce que la France a colonisé l'Algérie pendant 132 ans, et durant cette période, il y a eu des crimes, il y a eu des spoliations, des pillages, etc. Le premier dossier qui sera proposé par la commission, c'est le dossier des archives. Il y a eu ces 20 dernières années, plusieurs groupes mixtes qui ont travaillé sur la question des archives, la restitution des biens culturels et d'autres biens, mais ces dossiers n'ont jamais avancé. Parce que la partie française a toujours avancé des contraintes juridiques. Et d'ailleurs, M. Zridi a appelé à ce que ces contraintes juridiques soient dépassées en évoquant la question des archives de souveraineté. Parce que la France considère que les archives qui sont à son niveau sont des archives de souveraineté, même pillées durant la période coloniale. Parce que quand les forces françaises sont entrées en Algérie, notamment Alger et Constantine, ils ont pillé les palais des Beys à Alger et du Dey plutôt à Alger, du Bey à Constantine. Ils ont pillé tous ceux qu'ils ont trouvés. Il y a eu des pillages de biens culturels, beaucoup de choses. Là, M. Zridi, dans sa déclaration, il dit que nous irons à Paris pour récupérer et restituer les archives et les documents restés en France. Ça, c'est le premier dossier, parce qu'il y a plein d'autres dossiers, notamment, par exemple, les épées appartenant à l'Émir Abdelkader, qui sont toujours détenus par la France. Les épées, les canons, le burnous, etc. Et bien sûr, ça, c'est la restitution, parce qu'il y a l'autre partie, c'est la reconnaissance par rapport aux disparitions durant la guerre de libération nationale, la question le nettoyage des sites nucléaires et les sites des explosions nucléaires dans le sud algérien et les essais chimiques qui n'ont jamais été réglés, la récupération des cartes de ces sites. Enfin, c'est un dossier qui est énorme et donc j'espère très lourd, et j'espère que cette commission va pouvoir avancer, parce que les 5 premières sessions c'était juste que des échauffements seulement, parce qu'on n'a pas beaucoup avancé dans ce dossier. Est-ce que vous pensez que la France pourrait cette fois-ci reconnaître les crimes commis par la France coloniale? Tout dépendra du sérieux qu'elle accordera à cette commission, effectivement. Ce que disait Faisal tout à l'heure, cette commission mixte, elle se doit d'abord de prendre son envol, surtout aussi d'aller vers le sérieux, vers le travail de fond qui a été attendu. Côté algérien, effectivement, elle n'a cessé de donner notamment cette volonté, qu'elle soit politique, mais surtout aussi populaire, puisqu'il est question aussi de regarder l'histoire en face, ce projet colonial, et que la France se doit aussi de le regarder pour l'assumer. Encore une fois, et qui est cette... je dirais pas tourner la page, mais cette réconciliation historique pour qu'on permette aussi de voir l'avenir sereinement. Et c'est pourquoi c'est important aujourd'hui que cette commission, encore une fois, même si elle est accréditée de la confiance des 2 présidents, mais il faut qu'elle soit dépolitisée, il faut qu'elle soit, notamment avec Benjamin Stora, qui d'ailleurs à la tête de cette commission, qui est d'ailleurs quelqu'un de très objectif, qui est quelqu'un de très structuré, très méthodique, mais surtout aussi un historien comme on n'en fait plus. Donc c'est quelqu'un qui est prêt effectivement à dire les choses telles qu'elles sont, d'une manière crue, pour qu'effectivement on arrive à avancer et éviter ce que je disais la dernière fois, cette politique des petits pas. Donc il est fondamental aujourd'hui que cette commission ait tout l'espace adéquat pour le faire, et aussi tous les leviers pour le faire. Et ça a été évoqué avec un des enjeux, je dirais, stratégiques, c'est les archives et l'accès aux archives. Donc ça permettra aussi d'ouvrir des livres, ouvrir justement ces informations très stratégiques et très cruciales, notamment pour l'avancement d'une manière, je dirais, sérieuse et surtout aussi effective de cette commission. Mais j'aimerais juste conclure peut-être avec un petit mot. Vous savez, on est en train de discuter effectivement de ce réchauffement, de ce dialogue qui a été relancé. Il ne faut pas oublier un point important de mon point de vue, c'est que l'Algérie nouvelle aujourd'hui, on reconsidère cette Algérie. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que l'Algérie nouvelle, et ça a été dit tout à l'heure, d'abord est dotée par des institutions légitimes, souveraines. Et fortes. Ouais.
et renouvelés en plus et qui sont représentatifs du peuple algérien. Donc c'est contrairement à certaines puissances absolument occidentales. Elle est dotée aussi d'un président, je dirais indépendant, élu et surtout aussi légitime. Donc il représente aussi la volonté du peuple et c'est pour ça d'ailleurs quand il évoque la question mémorielle, il parle du peuple parce que c'est une responsabilité qui lui incombe et il mesure cette responsabilité. C'est pourquoi d'ailleurs il met un point d'orgue sur cette question parce que une revendication populaire. Absolument, nul besoin de parler d'avenir ou de présent, même si on n'évoque pas le passé et on tourne la page justement de ces vieux démons, notamment celui du projet colonial de la France. Et enfin pour finir, vous savez, l'Algérie, avec ou sans la France, continuera son essor, son développement. L'Algérie continuera aussi à diversifier ses partenariats renouvelés avec tous les pays, puisque avec cette diplomatie équidistante, c'est ce qui fait sa force aussi et son intelligence. Donc l'Algérie aujourd'hui, c'est plutôt à la France, effectivement, de prendre le train. C'est à la France aussi, aujourd'hui, de reconsidérer sa relation pour qu'elle soit à la hauteur, notamment, des deux peuples, à la hauteur des deux États. Et comme l'avait si bien dit le Président de la République, c'est une relation d'État à État que nous avons aujourd'hui. Et il n'y a plus de levier de pression, notamment sur l'Algérie nouvelle, puisque c'est une Algérie souveraine, indépendante, légitime, et qui est l'extension et l'émanation même de son peuple. Et on rappelle, messieurs, que ce dialogue d'égal à égal sera acté dès demain avec la visite de Jean-Noël Barrot, donc ministre des Affaires étrangères, qui est attendu à Alger. On revient dans quelques instants. Regardez Al24 News, votre émission d'actualité et de débat Hebdo Show se poursuit avec cette deuxième partie. L'information a fait le tour des médias, messieurs. Un drone armé de reconnaissance a été détecté et détruit dans la nuit de lundi à mardi par une unité de l'armée nationale populaire. Alors le drone en question avait pénétré illégalement l'espace aérien national sur une distance de 2 kilomètres à proximité de la ville frontalière de Tin Zaouadine en 6e région militaire. Un commentaire, Faisal? Oui, absolument. Le Baykar Akinci, qui est un drone de fabrication turque et qui est très cher, il coûte 30 millions de dollars. L'unité a été abattue avec beaucoup d'efficacité par l'armée nationale populaire parce qu'il s'agit d'une violation du territoire algérien. Et vous aurez noté que c'était le jour de l'Aïd, parce que comme s'il y avait quelque chose qui était déjà préparé, parce qu'ils pensaient que le jour de l'Aïd, l'armée algérienne serait moins vigilante. Alors qu'ils se trompent, et là c'est une réponse très claire à ceux qui continuent de manœuvrer dans la région du Sahel en utilisant tantôt la lutte contre le terrorisme, tantôt d'autres procédés. Et cette efficacité est d'ailleurs soulignée par tous les experts militaires, parce que le Akinci Baykar, qui est un drone armé, il peut même porter des missiles et des bombes téléguidées, est très difficile à abattre. Ça veut dire qu'il y a une efficacité en matière de lutte contre ce genre d'engin qui est donc détenu par un pays voisin et qui a été déjà détruit, je crois, à 3 reprises par le passé, en Irak notamment et en Libye et au Mali. Mais là, c'est ce qui est important, le message envoyé par les forces armées algériennes, et c'est très clair. Ça veut dire les frontières algériennes sont très bien gardées, très bien surveillées, et qu'il n'y a aucune possibilité de pénétrer le territoire algérien, y compris dans les grandes zones du sud, parce que nous avons des frontières très vastes, notamment dans le sud algérien, dans le sud désertique, avec des pays comme la Libye, le Niger et le Mali et la Mauritanie. Et donc, c'est aussi, peut-être, pour rappeler à l'ordre, ça veut dire que l'Algérie, d'une part, elle utilise la diplomatie. L'Algérie appuie toujours la politique de dialogue. On parlait tout à l'heure avec le dialogue avec la France. L'Algérie a une politique de bon voisinage avec tous les pays voisins, y compris ceux qui refusent ce voisinage, et que ce n'est pas une raison aussi pour tenter de violer le territoire algérien ou tenter d'attenter à la souveraineté nationale. Donc je pense que la réponse est très claire, que le message, que ceux qui ont voulu entendre ce message, ils l'ont bien reçu. Mahdi, la protection de nos frontières, un sujet plus que jamais d'actualité. Écoutez, moi je suis quelqu'un qui ait une assez bonne mémoire. Lors d'un des 2 ou 3 premiers discours du président de la République, il avait dit une phrase lourde de sens et qui prend encore plus de sens aujourd'hui, 5 ans après. Les garants de notre indépendance, si chèrement obtenus, sont une armée forte et une économie forte. Il l'a dit lors de son 2e, je crois, ou 3e discours en tant que président de la République. Eh bien, on est en plein dedans. Quand il y a un budget qui est conséquent pour l'armée nationale populaire, qui, je le rappelle, est une armée de défense.
L'armée nationale populaire algérienne n'est pas une armée expansionniste. Elle n'a pas de velléité d'aller conquérir des États qui ne sont pas à elle ou des territoires qui ne sont pas à elle. Non. L'armée nationale populaire a une mission, c'est de protéger la souveraineté de l'État algérien. Et tout le budget qui doit être mis à sa disposition a été mis à sa disposition pendant le premier quinquennat et encore pendant le deuxième quinquennat pour moderniser et amplifier la force de frappe de défense de l'armée nationale populaire. Eh bien, on en voit maintenant pourquoi le modèle qu'on a utilisé il y a pratiquement maintenant, un peu plus de 5 ans maintenant, pourquoi on en a eu besoin. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la volonté de tout le peuple, de tous les peuples qui sont autour de nous, malheureusement. Et c'est ça le problème. Le problème, il est là. C'est que quand on atteint, pour moi, ça c'est un cas très grave. Quand on essaie d'atteindre la souveraineté de ton pays, tu es obligé d'avoir des services de sécurité, en l'occurrence l'armée nationale populaire, vigilantes pour montrer les muscles. Pour montrer les muscles, pour dissuader une tentative prochaine. Parce que maintenant, quand ils en perdent 30 millions de dollars, et ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, ils vont pas s'attendre, ils vont pas essayer de refaire ça 2 ou 3 fois. Mais si ça serait passé normalement, et si nous, on aurait eu, malheureusement, le fait qu'on n'aurait pas vu passer ça, ou qu'il y aurait eu une communication sur ça, ça aurait été très préjudiciable. Mais grâce aux moyens qui ont été mis en œuvre, grâce aux budgets qui ont été mis en œuvre, et quand on reparle du défilé du 1er novembre, qui était un défilé majestueux, où il n'y avait que 60% de la force de frappe qui était montrée au peuple algérien, et ben voilà pourquoi. Voilà pourquoi c'est un budget qui doit être conséquent, et pourquoi le président de la République a décidé d'y mettre de tout son poids la garantie de la souveraineté de notre pays. Voilà, ça c'est très important. N'oublions pas qu'on a un pays-continent. On a un pays-continent qui est énorme. Donc pour garantir la sécurité sur toutes les frontières, avec tous les voisins qu'on a, c'est des budgets qui sont très importants. Mais on voit que grâce à nos valeureux services de sécurité, eh ben on peut dormir sur nos 2 oreilles. D'autant plus que la situation que vous avez évoquée, Mahdi, la situation au Sahel, est une situation qui est inquiétante. Parce qu'il y a des menaces aux frontières, il y a de l'instabilité politique et sécuritaire et même militaire dans des pays du voisinage. Et donc l'armée algérienne est obligée d'avoir cette vigilance, d'avoir ce budget qui est important. Parce qu'on a beaucoup parlé du budget de l'armée algérienne à un moment donné, alors que, comme l'a si bien expliqué Mahdi, on n'a pas d'autre choix, parce que les menaces sont là, elles sont toujours présentes. On doit protéger notre pays. Et on n'est pas expansionniste, on n'a pas une armée expansionniste. L'armée algérienne, on a une armée de défense. De défense, c'est de la doctrine de l'armée algérienne, de la défense algérienne, de jamais s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays ou de s'engager dans d'autres territoires, y compris dans les pays du voisinage. On défend le pays. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a tout un débat en Europe, vous le suivez, sur le budget de défense. On demande aux Européens de se défendre, d'augmenter le budget, de le doubler, de le tripler dans le pays européen. C'est des choix, absolument, c'est des choix souverains. C'est des choix souverains. Il y a des projets de loi, Faisal, en Europe qui ne font pas plaisir. En l'occurrence, de taper dans le portefeuille des épargnants européens pour financer l'armée continentale. C'est ce qu'on appelle une économie de guerre. Excuse-nous, j'ai jamais entendu le président Abdelmajid Tebboune dire je vais enlever dans l'épargne des Algériens pour financer l'armée nationale populaire. Donc tout ça, c'est de la budgétisation. Et c'est de toute façon, gagner, c'est prévoir. Bien sûr. Il l'a prévu il y a 5 ans. Et la preuve, et le temps lui en a donné raison, parce que regardez ce qui s'est passé le 1er avril, ça lui a donné raison. Parce que si on aurait eu l'armement qu'on avait il y a 5 ans, on n'aurait pas réussi à faire ça. Mais il faut se dire les choses. Le jour d'Alaïd n'est pas fait par hasard. C'est pour ça qu'à mon avis, je pense que c'est juste un test. On sait maintenant la réponse a été très claire. La réponse est ferme et définitive. Elle était très claire pour ceux qui veulent nous tester. Mais entre parenthèses, par rapport à la politique de défense européenne, rapidement, absolument, l'Union européenne peine toujours à avoir une politique de dépense, mais ce que je me rappelle à l'époque, quand on a commencé à parler du budget de dépense en Algérie, l'Algérie est un État souverain, il peut avoir le budget de dépense qu'il veut, on a commencé à beaucoup parler, etc., sur les menaces, etc., alors que les pays européens, comme l'a dit Mahdi, sont en train de toucher même à des parfois des fondements par rapport à cette politique de sécurité. Vous aussi, vous pensez que le jour de l'Aïd n'a pas été choisi par hasard? Oui, c'est la symbolique, mais c'est bien, ils ont fait une belle fête, on a vu le résultat, un feu d'artifice. C'est un beau feu d'artifice. C'est très sympathique de leur part. À 30
30 millions de dollars pour eux. Oui, en plus. Alors là, il y a plusieurs éléments dedans qui sont très importants. Premier élément, la sécurité. Effectivement, 1300 km avec le Mali, qui est tendu, 1000 km avec la Tunisie, la Libye. Enfin, on a vraiment des frontières très importantes avec 7 pays. C'est ça, 6000 km de frontières, sur un État immense. Et pour sécuriser un État de cette taille-là, 2 300 000 km², c'est pas rien. C'est compliqué. Sauf que là, l'Algérie n'a pas parié sur ce qu'on faisait à l'époque, dans les années 70-80, sur une armée pléthorique et peu efficace. Elle a parié sur une armée technologiquement avancée, qu'elle a modernisée, et on voit le résultat. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas comment ça s'est passé. Il faut rappeler quand même le choc psychologique de la part de ceux qui ont testé, parce que c'est un test qui a été fait. D'abord, ces drones Baytar sont les meilleurs drones du monde. Ils sont classés 2e ou 3e. Ils ont été mis en échec aussi en Ukraine, il faut le rappeler. Ça a été une catastrophe en Ukraine. En Irak, bon, c'est un théâtre de guerre, on peut le comprendre, mais là, c'est pire que tout, en Libye. Parce que là, on a quoi? On a un drone qui va violer le territoire sur 2 km et en 17-18 secondes, il est abattu. Et personne ne sait comment ils ont réussi à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que les drones étaient l'avenir de la guerre et que ça devait faire peur à tout le monde. Et là, on se rend bien compte qu'il y a un changement de paradigme. Comme les missiles hypersoniques, c'est qu'on voit bien qu'on fait la guerre avec des engins téléguidés qui peuvent faire des gros dégâts. C'est vrai que c'est des drones qui sont capables de porter en plus des missiles. Mais là, la catastrophe... C'est des drones qui ont déjà fait des dizaines de victimes. Ça n'arrête pas. Et moi, je dis que les drones, je vais le dire clairement, c'est la guerre des lâches. On le voit bien en Palestine occupée. Ils tuent des enfants avec des drones. Mais en même temps, ça démontre que le truc technologique n'est pas nécessairement la meilleure réussite. On ne sait pas comment l'Algérie a réussi à liquider ce drone. Mais ce qui est certain, c'est que... Oui, c'est un secret de fabrication. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils l'ont fait dans des délais très courts. 18 secondes, c'est vraiment le temps de vie, enfin, un battement d'aile, et ça a été fait. Et ça a fait réfléchir les adversaires. Parce que le fait d'abattre un drone, ça a été le cas dans la guerre avec les Russes. Ils ont battu beaucoup de drones, mais ça a pris du temps. Là, instantanément, c'était fait pour dire quoi? Pour dire à l'Algérie, il y a un marqueur. Vous dépassez la ligne rouge, il n'y a aucune chance pour ceux qui vont dépasser la ligne rouge. Donc il faut se gargariser d'une chose, c'est qu'effectivement, la modernisation de l'armée algérienne s'est faite dans le bon ordre, de façon très intelligente, et avec des techniques de sécurité qu'on ne connaît pas et qui doivent rester sécurisées. Et de façon progressive. Un chef d'entreprise prévoit justement pour arriver à une budgétisation qui ne te donne pas le coût total en une fois. Et justement, cette programmation, cette prévoyance à l'avance depuis 5 ans où tout a été remis à plat pour commander du nouveau matériel, pour moderniser l'armée nationale populaire, c'est la plus belle preuve, le plus beau éclat, c'est ça. C'est justement qu'on peut abattre des drones d'intelligence exceptionnelle de 2025 en 17 ou 18 secondes. Mais avec notre matériel précédent, on n'aurait pas pu le faire. Donc c'est ça, prévoir, c'est gagner. Prévoir, c'est gagner, Badis Khnissa. On rappelle donc que cet engin a été détruit très rapidement. Est-ce que ça permet à ces personnes qui veulent s'attaquer à l'Algérie d'y réfléchir à 2 fois finalement avant de le faire? Tout à fait. Ce qui a été évoqué tout à l'heure par Mendy, c'est une stratégie de dissuasion avant toute chose. Mais avec l'art et la manière. Et moi, j'aimerais juste, avant de commencer de vous répondre, je pense qu'il n'y a pas eu un Algérien ou une Algérienne qui n'a pas été fier, justement, de la réaction de notre armée vis-à-vis de cet incident qui est quand même grave et dangereux. Et d'ailleurs, qui vient nous rappeler ô combien la menace existe, elle est sérieuse, surtout aussi un projet hostile contre les intérêts de l'Algérie. Ça a été évoqué, l'Algérie est un pays continent, 1300 km avec le Mali, 850 avec le Niger, 2400 au cumul, ce qui fait, c'est un exploit aujourd'hui. Et de cette tribune, j'aimerais, si vous me permettez, peut-être rendre hommage aussi à nos forces armées, forces de sécurité notamment, qui ont fait un travail formidable, mais surtout un travail digne, effectivement, de leur rang, leur haut rang, puisque ça a été dit tout à l'heure, effectivement, on a été dans la prospective, et le temps nous a donné raison. Ce drone, qui est qualifié de char du ciel, notamment, même effectivement que je considère comme une arme lâche, mais qui a été considéré aussi par d'autres pays voisins, notamment, y compris le voisin de l'Ouest, comme un espèce de game change, en fait, dans lequel il a cru, effectivement, qu'il avait un ascendant, qu'il avait un avantage militaire. Il s'avère qu'aujourd'hui, il s'avère qu'aujourd'hui, la suprématie, elle est côté algérien, puisqu'elle a démontré, avec cet exploit technique, avec cette supériorité, avec aussi une armée aguerrie, une armée professionnelle, une armée... notre armée, d'ailleurs, elle est digne héritière de l'armée de libération nationale, faut-il le rappeler. Elle est l'extension, elle est l'émanation du peuple algérien lui-même. Et je pense que cet incident, aussi grave soit-il, nous rappelle aussi le degré, notamment de vigilance de notre armée.
le degré aussi de préparation, puisqu'il faut être préparé à la guerre. Comme on dit parabellum, si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Donc c'est très important aussi être paré à toutes les éventualités. Et je rappelle un élément, et non des moindres, c'est qu'on parle d'un drone d'attaque. Et non pas un drone d'observation, de renseignement. C'est très important de le dire, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir des effets néfastes et morbides. Sauf que l'Algérie, en quelques secondes, comme ça a été dit, non seulement elle l'a identifié, elle l'a ciblé et elle l'a abattu avec l'art et la manière, s'il vous plaît. Donc, il est très important aujourd'hui de rappeler effectivement que nous sommes dans une poudrière, nous sommes dans le Sahel notamment, nous sommes aussi dans un projet pernicieux contre l'Algérie qui prend parfois des relais, des leviers, des alliés de circonstances pour essayer encore une fois de cibler l'Algérie. Sauf qu'on a encore une fois démontré que l'Algérie et son armée sont fin prêtes à toute éventualité. C'est une armée qui est une doctrine, effectivement, qui a été rappelée de défense et non pas d'expansionnisme. C'est très important de le dire. En revanche, qui s'y frotte s'y pique. Exactement. Mahdi, c'est important aujourd'hui d'être préparé à toutes les éventualités, comme l'a dit Badi. C'est d'ailleurs pour ça que l'Algérie s'est orientée vers la production nationale. Écoutez, on achetait énormément, on importait énormément d'armements. Il y a eu une directive qui a été faite conjointement par le président de la République et l'armée pour produire localement et pour avoir une autosuffisance militaire. Après l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance énergétique, l'autosuffisance hydrique, l'autosuffisance financière, on arrive à l'autosuffisance militaire. Et on se dirige vers l'exportation. Eh bien, excusez-moi, tout ça, je le dis, il faut avoir une vision. Et c'est, en fait, avoir une vision d'emblée et mettre les grandes lignes de ce que veut devenir ton pays à A+4 ou A+5 années, c'est ça ce que ça donne. Ça donne que maintenant, on se rappelle tous autour de la table quand on a été confronté au terrorisme et que tous les pays occidentaux nous ont fait un blackout sur la vente d'armements et que nos policiers, nos gendarmes et nos militaires se battaient avec des terroristes, avec des Beretta qui ont 10 ans ou 15 ans ou des Kalachnikov qui ont 30 ans. Le président de la République a décidé que ça ne devait plus jamais nous arriver, que nous devons être en capacité de réagir avec une production locale. Et autre chose aussi qui est très important, quand c'est fait chez toi, tu sais ce que tu fais. On a bien vu que maintenant, dans même des beepers, ils arrivent à mettre à l'intérieur des puces pour te faire exploser les jambes ou te faire exploser tout court quand ça vient de l'étranger, alors que ça a été fait en Hongrie. Et maintenant, quand tu fais tes armes chez toi et tes munitions chez toi et que tu produis localement, tu sais qui a fait quoi et justement, tu construis encore une fois, tu solidifies ta souveraineté. Et nous avons une souveraineté aussi militaire grâce à ça, grâce à cet engagement. C'est très important. Il faut avoir une vision. Pour diriger un pays comme l'Algérie, qui, je le répète, est un pays-continent, avec tous les chamboulements qui sont dans le monde actuel, où tu ne sais pas qui est ton ami d'aujourd'hui ou qui sera ton ennemi de demain, c'est très important de pouvoir s'asseoir avec de la production locale et surtout pour de l'armement. Et dans une situation régionale très déstabilisée, Faisal, je me tourne vers vous, la capacité technique et le haut niveau des soldats de l'armée nationale est vraiment important également. Absolument, parce que les menaces, de toute façon, ils vont rester. Parce que l'Algérie a toujours plaidé, vous le savez, on en a déjà parlé dans cette émission sur les solutions africaines, le problème africain, parce que c'est lié aussi à ça. La politique algérienne, c'est une cohérence politique diplomatique, sécuritaire. Mahdi parlait aussi du choix de produire localement, parce que si vous produisez l'armement et l'équipement militaire localement, vous allez compliquer la tâche à vos ennemis, parce qu'ils doivent s'adapter à votre stratégie, à votre tactique, quelle arme vous avez utilisée. On a bien remarqué que l'armée algérienne, d'ailleurs ça a été souligné par des experts hors Afrique, que l'armée algérienne s'est adaptée aux nouvelles guerres. Notamment la guerre des drones, largement utilisée en guerre d'Ukraine et actuellement par l'antitétionnisme contre la population civile, parce que la lâcheté est qu'on utilise les drones contre la population civile, pas contre les cibles militaires. L'armée algérienne s'est adaptée à la riposte. Et ça, c'est très important. Et le niveau de technicité, de formation de l'armée algérienne est salué aussi par les experts militaires neutres, qui notent que l'armée algérienne est la deuxième en Afrique, et parmi les 10 premières au monde, au point de vue de l'équipement, de la formation. L'armée algérienne, depuis les années 60, depuis l'indépendance, qui est l'héritière, Badis l'a souligné, de l'armée de libération nationale, la glorieuse armée de libération nationale, a formé pas uniquement des Algériens, mais il y a beaucoup de soldats, des officiers actuellement dans les armées africaines,
notamment dans les pays voisins, qui ont été aussi formés par l'équipe, par l'armée algérienne dans tous les armes, ça veut dire l'infanterie, l'armée de terre, l'armée d'air, la santé, les autres, et même actuellement la cybersécurité, parce que ça devient un élément important. On le voit avec ce qui s'est passé la nuit du 1er avril dans le sud algérien. Très bien, merci messieurs. On va passer à présent à un autre sujet. C'est l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui est donc en tournée dans la région. Cette visite, Badis, marque le début peut-être d'une nouvelle tentative de médiation pour le Sahara occidental. Effectivement, on peut voir ça comme une relance, notamment du processus de médiation, mais pour moi, il me semble pertinent de dire qu'effectivement aussi, au-delà de la relance, puisqu'on a eu quelques relances par le passé, et d'ailleurs, j'aime à dire et à croire qu'effectivement, le Makhzen notamment, qui est le principal intéressé, mais surtout aussi incriminé dans cette équation, puisqu'il n'a pas joué le jeu, d'ailleurs, en contradiction avec la résolution 2703, notamment sur l'accès à l'humanitaire, sur la surveillance notamment justement des droits fondamentaux des Sahraouis. Donc, et puis surtout aussi pour cette stratégie, j'ai envie de vous dire, de comment phagocyter, comment déstructurer cette mission, notamment qui est une mission importante et stratégique, comme vous l'avez dit, de Mistura, qui lui-même avait remplacé Koller en 2019, par faute de résultats. Et c'est peut-être aussi ça la stratégie du Makhzen, c'est pour effectivement d'essayer d'affaiblir cette mission. En revanche, cette relance, là où elle revêt peut-être d'une importance capitale aujourd'hui, c'est qu'elle se structure, je dirais, sur une double logique. La première logique, c'est d'abord, elle est diplomatique, comme on l'avait dit. C'est une question de médiation, comment relancer d'une manière pérenne, puisque le 14 avril, le rapport de Mistura est attendu, très attendu par Guterres, effectivement, et qui va peut-être certainement... qui avait donc menacé de démissionner, étant donné que les choses n'avançaient pas. Absolument. Et c'est pourquoi je reviens sur cette stratégie volontaire, délibérée et méthodique du Makhzen pour essayer de phagocyter, d'altérer cette mission, et c'est pas la première fois. Beaucoup ont claqué la porte parce qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir faire leur travail correctement. Ensuite, la deuxième logique, c'est plutôt aller de l'ordre humain et humanitaire, puisqu'il est question, il s'est déplacé d'ailleurs dans les camps des réfugiés, pour voir quel degré d'inhumanisme dans lequel ils vivaient justement, eux qui souffrent de ce projet colonial, parce qu'il faut dire, c'est la dernière colonie, et elle est d'ailleurs inscrite comme question dans l'agenda de décolonisation notamment des Nations Unies, il est important de le dire. Guterres, qui lui-même en 2024, dans son rapport, avait exprimé des inquiétudes, notamment quant à la coopération, l'absence de coopération du Makhzen sur cette question. Donc je pense que c'est une visite effectivement qu'il faut prendre au sérieux. C'est une visite capitale puisque le 14 avril, ce rapport est attendu qui donnera peut-être effectivement des perspectives que nous souhaitons, et que d'ailleurs le droit international et que le Conseil de sécurité souhaite voir aboutir, puisqu'on est en train de parler d'un peuple qui souffre, un peuple opprimé, un peuple qui souffre les affres d'un projet colonial, un projet d'ailleurs dupliqué à son maître, son donneur d'ordre, j'ai envie de vous dire, l'entité sioniste. Le rôle de l'Algérie reste central en tant que soutien politique et logistique du Front Polisario. Absolument, l'Algérie n'est pas partie du conflit, mais l'Algérie soutient le droit international, soutient l'idée de l'autodétermination du peuple sahraoui, et c'est d'ailleurs inscrit à la commission 4 de l'ONU. Et Badis l'a bien expliqué, le 14 avril est une date importante, parce que même Alexander Ivanko, qui est le chef de la mission des Nations Unies, le MINURSO, pour l'autodétermination au Sahara occidental, va présenter son rapport. Et il faut noter aussi que Rabat, que le Maroc a toujours voulu saboter les missions des envoyés spéciaux. À chaque fois, ils sont attaqués, à chaque fois, on les soupçonne d'être proches d'Alger, proches de ceci, de cela, parce que la manœuvre est très claire, c'est de ne pas d'empêcher le processus onusien de fonctionner par rapport à cette question qui reste une question de décolonisation. Et ça a été d'ailleurs rappelé par plusieurs experts auprès de l'ONU. Et ce rapport de M. Staffan de Mistura, qui est actuellement en tournée, il est parti au Mauritanie et au Maroc, et il a rencontré aujourd'hui des responsables sahraouis très importants pour avancer, parce que depuis le sabotage, parce qu'il faut noter le mot, du processus de Manasset, qui est donc un processus politique de négociation entre le Maroc et le Polisario, le Rabat a manœuvré depuis 2008, ça fait combien de temps, presque 20 ans, manœuvré pour que la solution proclamée par le droit international, parce qu'il faut rappeler que c'est le droit international de la décolonisation, de l'autodétermination, a été sabotée, pensant qu'en se rapprochant
question, comme l'a souligné Badis, de l'entité sioniste, qui elle-même est une entité coloniale. Le dossier du Sahara occidental sera déclassé. Or, il est là, le responsable de l'ONU, et donc il est là, tous les responsables en charge du dossier au sein de l'ONU sont là, et le droit international doit être appliqué d'une manière ou d'une autre. L'Algérie reste effectivement ce pays qui a beaucoup souffert pour sa décolonisation, pour la lutte contre la colonisation, reste toujours aux côtés des causes justes, notamment la cause palestinienne et la cause sahraoui. Et je pense qu'il est également nécessaire, messieurs, de rappeler que l'Algérie n'a jamais revendiqué le Sahara occidental comme étant son territoire. C'est important de le rappeler parce que certains spécialistes, certains médias, notamment français, le disent, et ils disent que, voilà, pseudo-spécialistes m'a dit, et ils disent que c'est la cause de la brouille justement entre Alger et Rabat. Toutes sortes de lubies comme ça. Absolument. Une fois un pseudo-expert d'origine algérienne, soi-disant, qui a expliqué que l'Algérie voulait le Sahara parce qu'il lui faut l'accès à la mer. Bon, voilà. J'ai expliqué que la géographie, elle parle, l'accès à la mer, on l'a déjà, l'Atlantique, il y a le détroit du Gibraltar, il y a le détroit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, et que la production industrielle se fait dans le nord. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir l'accès. Mais le problème, c'est qu'ils cherchent des motivations qui sont obscures. En réalité, la seule motivation, c'est quoi? En 1973, on crée effectivement le Front Polisario. Les 5, pas les 3, les 4, les 5 États du Maghreb soutiennent cette création. Donc les 5 États, Maroc inclus, disent qu'il faut qu'il y ait une libération du Sahara occidental. Qui est occupé par les Espagnols. À ce moment-là, effectivement, on est tous d'accord. Et puis au moment où les Espagnols, parce que Franco meurt, quittent le Sahara, immédiatement, il y a deux pays qui font ma base dessus, le Maroc et la Mauritanie. Et finalement, aujourd'hui, la Mauritanie a lâché, et finalement, le Maroc considère qu'il a un droit plein et entier. Le problème, c'est que si vous voulez vraiment valider ce droit plein et entier, il y a le plan Becker de 90 qui a été proposé, qui avait été accepté par Hassan II, il faut le rappeler tout de même, et qui a été après invalidé pour des raisons obscures, soi-disant de savoir quel était le quorum qui devait voter. La problématique, c'est que si réellement ils sont heureux, les Sahraouis au Maroc, je répète toujours la même chose, s'ils sont heureux au Maroc, en tant que puissance occupante pour le coup, s'ils trouvent que c'est formidable d'être sous un régime royal, qu'ils le soient, mais il faut leur demander. Vous nous demandez quel choix vous voulez, indépendance ou sous le contrôle marocain. De l'importance de le référendum. Tout à fait. Et c'est en cela que l'Algérie ne s'ingère pas directement. Elle dit quoi? Elle dit on a effectivement des réfugiés, c'est un fait. Consultez-les, nous on ne dit rien. Quel que soit leur choix, on l'acceptera. Voilà ce qui est dit par l'Algérie. Et derrière le plan ONU-OUA, actuellement Union africaine, qui a été aussi accepté par Rabat, plan de règlement de 1992. Et bien sûr, Rabat ne l'a jamais respecté, ne l'a jamais appliqué, ne l'a jamais respecté, en avançant l'idée effectivement coloniale d'occuper les territoires sahraouis. Un autre point, Nouad, aussi très important, c'est que le Maroc aujourd'hui est dans un déni diplomatique, un déni du droit international, effectivement, un déni aussi diplomatique. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'il ne cesse d'essuyer des revers. Est-ce que je dois rappeler effectivement, par exemple, la Cour de justice européenne par rapport à cette annulation de l'accord de pêche et d'agriculture. Récemment aussi, cette révision de l'accord d'association commerciale avec l'Union européenne, notamment sur la traçabilité des produits sahraouis. Donc ça, c'est une reconnaissance, je dirais pas implicite, explicite, notamment du Sahara occidental et des richesses de ce territoire. Et puis aussi... n'oublions pas un autre revers qui fait que cet acteur aujourd'hui est un acteur trouble-fête, est un acteur qui ne joue pas le jeu, est un acteur aussi qui s'isole chaque jour notamment. C'est aussi le refus notamment des délégations européennes, parlementaires, espagnoles et autres. Donc ils sont restés dans l'avion. Je ne sais pas si vous en rappelez de ces images. Effectivement, des images glaçantes, des images condamnables qui vont contre toute, je dirais, nature humaine ou même démocratique, ou même ne serait-ce que le plus simple droit fondamental, effectivement, de la diplomatie. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui de rappeler que par cette attitude de voyou, notamment, le Maroc s'isole davantage. Très bien. Merci, messieurs, mesdames et messieurs. On revient dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette troisième partie d'Hebdo Show. Cette troisième partie sera donc dorénavant consacrée aux questions géopolitiques. L'actualité internationale dominée ce soir par les massacres continus de Palestiniens à Gaza, l'entité sioniste qui poursuit sa violation du cessez-le-feu en ciblant les civils où qu'ils soient, dans les hôpitaux, dans les écoles ou même sous les tentes depuis la reprise des raids aériens et des opérations terrestres. Plus de 1200 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été lâchement assassinés. Gamal Abina, je me tourne vers vous. La brève accalmie offerte par ce cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dernier est désormais réduite à néant. Réduite à néant par la barbarie sioniste. D'abord, je note que dans tous les pays où les sionistes sont très actifs, on a un discours qui est hallucinant. Il y a 2 jours, j'ai eu un affrontement à la radio avec un sioniste, on a l'impression de parler des fous.
des fous criminels. C'est-à-dire que dans leur tête, leurs 1200 Israéliens assassinés, effectivement, il y a eu une attaque. Dans leur tête, ces gens-là sont plus importants humainement que le reste des Palestiniens, plus de 50 000 morts. Dans leur tête, ils sont victimes expiatoires permanentes, comme si on était dans la Seconde Guerre mondiale, alors que c'est eux qui agressent tous les pays. Je veux dire, le Liban a été agressé par eux, la Syrie a été envahie par eux, le Golan est toujours occupé, ils commencent à faire des histoires avec l'Égypte, ils agressent évidemment le Yémen, parce qu'ils bombardent le Yémen, ils agressent l'Irak, il ne faut jamais l'oublier, ils agressent tout le monde. Et j'ai l'impression d'avoir des descendants de victimes devenus des monstres, des bourreaux. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne parle même pas du fait que l'extrême droite crasse européenne vienne leur rendre visite comme si c'était normal, quelle histoire. 80 ans après, parce qu'on est sur les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale de 1945, on le fait le 8 mai prochain, on se rend compte que les barbares colonialistes sont d'accord entre eux. On se rend compte que Orban reçoit le criminel de guerre Netanyahou tranquillement, comme s'il en était, alors qu'il est signataire quand même des conventions internationales et qu'il devrait livrer la CPI. On se rend compte que... de la Hongrie. D'ailleurs, il avait annoncé fièrement qu'il n'allait pas respecter. Tout à fait, oui, CPI, en l'insultant, parce que évidemment, ces gens sont très vulgaires. On se rend compte que ces monstres, parce que j'utilise le terme à dessein, ces monstres, ça les fait pas pleurer de voir les Palestiniens mourir, 80% de destruction, des femmes, des enfants. Ces monstres sont capables de tuer, c'est le record mondial. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 33 000 morts en moyenne par jour, sur tout un continent. Là, dans un espace réduit, ils ont été capables de tuer, d'assassiner 1000 personnes en 10 minutes. C'est un crime absolu. 1000 personnes civiles en 10 minutes. Et il continue à jouer sur le mot génocide. Oui, c'est la blague. Après, il joue sur le génocide. Alors, moi, les génocidaires qui parlent de génocide me font rire. Je veux dire, on a vraiment l'impression que ce peuple qui était très imprégné de culture européenne, parce qu'il ne faut pas les appeler juifs, moi je refuse ce droit, ce sont des Européens qui colonisent la Palestine. Ces gens-là ont été bien éduqués par les nazis. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un discours racialiste. Le peuple des Lumières. Netanyahou, le demeuré, vous dit le peuple des Lumières. Ensuite, ça veut dire qu'en dessous, c'est le peuple de l'obscurité, il le dit clairement. Ensuite, parce qu'il y a un discours méprisant et raciste. Les Palestiniens ne méritent pas la vie, il faut les déporter, c'est des animaux. On les bombarde pour les obliger à partir, on ne dit pas on les oblige, on dit on veut qu'ils le fassent spontanément, en les massacrant. Alors je rappelle quand même le rythme de mort. On a à peu près officiellement 50 000 morts. Ça, c'est les chiffres largement sous-évalués par le Hamas. En Europe, on dit chiffres du Hamas, je leur dis vous avez raison. Ces chiffres sont en dessous de la vérité. Les chiffres estimés de la part de Lancet, c'est 200 à 250 000 morts. Parce que quand on lance 4 000 tonnes de bombes, il y a une bombe de 1 tonne, elle ne tue pas une personne. Quand on détruit des immeubles de 6 à 10 étages en 1 seconde avec des habitants dedans parce qu'ils sont dedans, il n'y a pas de problème. Quand on les crame dans les camps de concentration parce qu'ils ont réouvert les camps de concentration, qu'on bombarde des toiles de tentes et des gens qui brûlent vivants avec du nouveau napalm, on peut dire, le phosphore blanc, c'est de la barbarie. Donc moi, j'allais dire simplement, c'est que ces barbares, ces sauvages, ces descendants de nazis, parce qu'on peut les appeler comme ça aujourd'hui, n'ont pas d'âme. Quand on n'est même pas capable de se dire, mais là quand même c'est des femmes et les enfants, mais ils n'ont pas d'armes, ils ne sont pas protégés, il n'y a personne, juste pour prendre le territoire de force parce que c'est des colons, eh bien on ne peut pas leur pardonner ça. Et surtout, l'ironie du sort, quand on voit l'extrême droite, alors la nièce de Le Pen, Marion Maréchal, je ne parle même pas de son niveau à elle, et puis Jordan Bardella, le demeuré de service, le futur soi-disant dauphin de Le Pen, qui va sur la terre de Palestine pour dire aux sionistes, je suis d'accord avec cette guerre coloniale parce qu'on est les descendants de colons, c'est ça qu'on a en face de nous. Ils sont d'accord avec l'extrême droite. Il va là-bas, il le dit et ça ne les dérange pas. Monsieur Jordan, je rappelle qu'en anglais Jordan, ça signifie le Jourdain, a le nom biblique d'un des territoires qui est occupé de la Palestine. Vous vous rendez compte le poids de l'histoire. Donc moi je dis simplement aujourd'hui, non seulement je dénonce ces criminels de guerre et ces barbares, mais il faut les appeler pour ce qu'ils sont, des barbares. Ce sont des nouveaux barbares. Malheureusement, il y a eu des conquêtes mongoles qui étaient barbares, il y a aussi les Européens qui étaient barbares. Eh bien, ces Européens sont à nouveau là-bas de façon barbare. Et pourquoi sont-ils comme ça? Parce qu'ils ont été éduqués malheureusement par les nazis allemands et qui se sont dit, bon, ils nous ont fait ça, on fera la même chose. Voilà, c'est simple. Le racialisme, la domination par les armes, le massacre par la technologie, c'est ça qu'on a vu en Allemagne nazie, c'est ce qu'ils font aux Palestiniens. Et cette barbarie se poursuit dans le silence le plus total. Absolument. Les Européens ont toujours été exportateurs, exportateurs de la guerre. Ce n'est pas les Africains qui sont allés occuper l'Europe, ni les Africains qui sont allés occuper l'Amérique ou l'Amérique du Sud. C'est les Européens ou l'Asie, effectivement, où il y a eu beaucoup de crimes en Indonésie, il y a eu des crimes en Namibie, au Madagascar, en Algérie, en Libye, etc., etc. Mais disons que vous avez raison, Gamel, on est là face à une épuration ethnique. C'est très clair. Tous les ingrédients d'une épuration ethnique sont présents, puisque Israël, où l'entité sioniste a violé le cessez-le-feu, elle a tué en quelques jours plus de presque 2000 morts. Il y a 51 000 morts, et le chiffre affreux, le chiffre scandaleux, c'est qu'il y a eu 19 000 enfants tués en 18 mois. C'est du jamais vu dans l'histoire, de 1. 2, il y a eu près de 209 journalistes tués. C'est pendant les deux guerres mondiales, la première et la deuxième, on n'a jamais eu autant ce chiffre. En plus,
en plus des crimes de guerre. Le bombardement des ambulances, des hôpitaux, des bombardements des écoles. Et là, M. Ammar Ben Jama, qui est donc représentant de l'Algérie à l'ONU, on a parlé dans une intervention au sein de... C'est l'Algérie qui a demandé cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité, a rappelé un peu l'attaque contre le personnel du travailleur de santé, plus de 1000 morts, les attaquants des ambulances, contre les femmes, etc. Les hôpitaux, etc. Et ces travailleurs humanitaires ont été attaqués délibérément. Il y a eu des vidéos qui ont été... donc, qui sont ressorties où on montre qu'ils ont été attaqués délibérément. Délibérément, d'ailleurs, le Croissant Rouge palestinien, le directeur a parlé aujourd'hui par rapport à ça. Il a dit que c'était bien précis, qu'ils avaient des croissants, etc. Mais malgré ça, parce que l'antisionnisme ne respecte aucune loi, ne respecte aucun droit. Des drones qui tuent des enfants, qui ciblent des enfants volontairement. On a envoyé des drones contre les enfants, contre des personnes qui se sont rassemblées. Aujourd'hui, ils ont attaqué un rassemblement de personnes qui sont allées ramener de la nourriture. On les a attaqués, c'est pas des cibles militaires. Donc la volonté, c'est effectivement de vider, parce que la population qui se déplace pour tel Za'atar ou tel Mansour ou le Shuja'iyya ou dans les quartiers de Gaza, Rafah, sud ou nord, etc., ils sont poursuivis par ces drones, et même maintenant on utilise l'artillerie, parce qu'ils sont en train d'utiliser l'artillerie. Donc le crime de guerre, il est là. C'est plusieurs crimes de guerre. Il y a plusieurs crimes. Malheureusement, on a une communauté internationale qui, vous avez souligné le cas d'Orban, qui est Viktor Orban, qui est donc l'extrême droite hongroise, qui est le Premier ministre, qui a accueilli Netanyahou pendant 4 jours, je pense. Il a même annoncé qu'il se retire de la Cour pénale internationale. Pour garantir à Netanyahou la tranquillité. La tranquillité. Mais ça prendra donc beaucoup d'années pour les poursuivre et pour que le peuple palestinien obtienne justice, parce que la complicité est là. Et malheureusement, même la complicité dans les pays arabes, pas uniquement dans le monde occidental. Justement, Faisal, en plus des bombardements continus donc, sur Gaza, des nombreuses victimes, il y a également l'accès à l'aide humanitaire qui a été bloqué par l'entité sioniste. À Gaza, 2 millions de personnes sont privées de nourriture, d'eau, de médicaments. Là encore, Badis, c'est le droit international qui est bafoué. Personne ne dit rien. Est-ce qu'on peut parler de non-assistance à peuple en danger? Je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale reste les bras croisés, puisque, faut-il rappeler que l'Algérie a été un acteur très actif, notamment au sein du Conseil de sécurité au lendemain de son élection. Mais ça n'a pas empêché qu'effectivement plusieurs pays, notamment de la communauté internationale, du Conseil de sécurité, sont restés un peu, je dirais, aphones à cet appel d'urgence, à cet appel d'assistance, ne serait-ce qu'humanitaire, avant qu'il soit diplomatique ou autre. Donc, mais je pense qu'il faut revenir aussi à la genèse du mal. Netanyahou et son gouvernement extrémiste, il me semble, souffre aujourd'hui d'une certaine dystopie diplomatique. C'est quoi? C'est une chimère dans laquelle ils sont en train de vivre, dans un déni, à savoir la notion de la victoire. Pour Netanyahou, c'est une victoire totale. Or, la victoire, elle est abstraite. C'est une notion abstraite. Et là, je vais citer un de ces généraux génocidaires qui disait, pour une fois, au fait, où il y avait cette divergence, notamment avec Netanyahou, où il évoquait les soldats font la guerre, ce sont les politiques qui décident à quel moment nous avons gagné. C'est très important de le dire. Et autre aspect aussi, une pathologie dont souffre aujourd'hui Netanyahou et son gouvernement messianique, avant qu'il soit extrémiste, c'est aussi que la paix lui fait peur. Tout simplement. Netanyahou, aujourd'hui, essaye de faire de l'extra-time, gagne du temps. Pour la bonne et simple raison, d'abord parce que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, ses mensonges ne font plus recette, y compris au sein de l'opinion israélienne. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a préféré sa carrière politique à, effectivement, la paix. C'est très important de le dire aussi. C'est quelqu'un qui a préféré son gouvernement extrémiste messianique à son propre peuple, majoritairement qui, aujourd'hui, manifeste au quotidien pour mettre un terme à la guerre. Parce que nous évoquons à chaque fois la notion de reconstruction de Gaza. Mais il y a aussi une phase de reconstruction d'Israël, de l'entité sioniste, puisqu'ils en souffrent aussi aujourd'hui. L'économie, notamment. L'économie, absolument. L'économie, puis même, il y a des aspects psychologiques, psychiatriques et autres qui n'ont pas de prix. Et puis c'est quelqu'un aussi qui, finalement, a préféré son alliance, et c'est là où le bas blesse, avec ce gouvernement messianique, à la place d'aller vers son peuple, à la place d'aller vers la raison, à savoir aussi arrêter cette guerre génocidaire qui est méthodique et structurée. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi je ne suis pas étonné, effectivement. Ils ont déshumanisé les Gazaouis, ils ont déshumanisé la cause palestinienne pour un projet bien précis, bien défini,
qui ne date pas d'hier. Je suis désolé. Ça a été préparé, bien sûr. Voilà, faut pas être étonné. En fait, Badis, finalement, ils sont, pardon de vous couper, je vous redonne la parole dans quelques instants, ils sont endoctrinés finalement. Il y en a même qui vont jusqu'à dire ils nous ont volé notre Shoah. Donc au final, ils disent que tout ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est rien. Alors Comme que les si- images sont là, on le voit. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui documentent tout ce qui se passe. Attention, Badis, je te laisse finir tout de suite, mais attention aux réseaux sociaux. Tu parles pour moi, l'une des plus grandes armes du 21e siècle, c'est les réseaux sociaux, c'est ça. parce que les réseaux sociaux sont dirigés à 80%, 90% par des mouches ou par des activistes qui sont derrière dans des bureaux et qui veulent représenter ou donner la représentation de ce qui est pour eux un non-génocide. Les images, malheureusement, sont filtrées. Les images ne sont pas montrées dans les médias mainstream classiques européens. Parce que si quelqu'un ne voit pas un génocide à grandeur nature, ou il est aveugle, ou il est bête, ou peut-être les deux, mais c'est pas possible quand tu vois qu'il y a plus de 50 000 personnes, plus de 50 000 personnes qui sont mortes avec des bombes de 8 tonnes, de 7 tonnes, de 5 tonnes, qui sont lancées par des drones, comme a si bien dit tout à l'heure Gamal, une guerre de lâches où tu n'as pas sur le terrain. Après, tu me dis que c'est par rapport au Hamas, mais jusqu'à preuve du contraire, le Hamas n'est pas en Cisjordanie. Donc, si c'est un problème du Hamas et que tu veux combattre le Hamas, pourquoi tu vas en Cisjordanie Ou en Syrie, on peut y aller au ou Liban. en Syrie, ou Liban. voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est une guerre d'information. Le cœur des humains est meurtri par toutes ces images. Un humain normalement constitué ne peut pas ne pas avoir mal au cœur quand il voit des images d'enfants brûlés, quand il voit des images de femmes brûlées vives, quand il voit des bombes qui tombent sur des écoles, sur des hôpitaux. Ce n'est pas possible de ne pas avoir mal. Ce n'est pas possible de ne pas se poser les questions. Qui est le mauvais, qui est le bon? C'est un fait, ça se voit. Tu ne peux pas attaquer un peuple sans défense. On ne peut pas rentrer dans une schizophrénie médiatique. Mais je suis désolé de vous le dire, la vérité nous est cachée. La vérité nous est cachée. Et c'est ça qui est dramatique. On est parents autour de la table. Certains d'entre nous sommes parents autour de la table. C'est juste horrible de voir comme ça des enfants qui portent des jerrycans d'eau à travers des immeubles en feu. Enfin, c'est... J'arrive pas. J'arrive pas. C'est abject. 2 minutes, je vous redonne la parole dans quelques instants, le temps de laisser Badis Non, mais finir juste son pour propos. finir rapidement, c'est que Netanyahou risque gros aujourd'hui. Et je reviendrai sur le vieil adage qui dit la nécessité tue les règles. Et c'est ce qui s'attelle aujourd'hui ce Netanyahou à vouloir effectivement, puisqu'il risque gros, vous savez, sa carrière d'abord, puisque c'est quelqu'un aussi qui va demain être aussitôt au lendemain du cessez-le-feu définitif et notamment de cette guerre, il va être mis sur le bûcher, sur la place publique. Parce que c'est quelqu'un qui va devoir revenir à ses déboires. Avec la juridiques. justice. Absolument, c'est Oui, des déboires, ça c'est fait une propres justice. déboires déjà du passé. Et puis c'est quelqu'un Il qui y a va... une justice en notification. Tout à fait. Et puis il y aura une dissolution de ce gouvernement extrémiste. Donc élection anticipée. Donc c'est-à-dire fin de la carrière. Donc aussi rendre des comptes. Il va devoir aussi subir l'isolement. Puisque c'est quelqu'un qui voyage et qui rase les murs. Il a été notamment en Hongrie. Mais il ne pourra pas le faire ad vitam aeternam dans tous les pays, puisque tous les pays sont signataires notamment, et surtout qui vont devoir rendre des comptes à leur tour. Et pour finir peut-être aussi, je finirai avec cette phrase de l'ambassadeur sioniste, notamment en Autriche, qui a été filmée à son insu d'ailleurs, et qui peut-être peut aujourd'hui nous enseigner sur le véritable dessein et projet de cette entité sioniste qui a trouvé aux événements du 7 octobre comme un boulevard pour pouvoir justement, non pas exterminer les Gazaouis, mais exterminer la cause palestinienne définitivement. Et cet ambassadeur qui disait justement lors d'un dîner, écoutez, je vais jouer au golf, que vous le vouliez ou pas, je vais jouer au golf à Gaza. C'est pour dire qu'effectivement, ce hors-sol, cette déshumanisation notamment, c'est même plus le manque de l'empathie. J'ai envie de vous dire, même les animaux ont une certaine empathie. Et là, on est fatalement, on fait face à des choses qu'on ne pourra même pas qualifier d'humains. Gamal, est-ce que vous pensez que l'objectif aujourd'hui de Netanyahou est d'enclencher une guerre régionale, voire même une troisième guerre mondiale? Non, pas troisième guerre mondiale, parce qu'il faut des États nucléarisés, il n'y a pas, malheureusement. Les Arabes n'ont pas la bombe atomique, ça ne les protège donc pas, ils ne sont pas sanctuarisés. Netanyahou est un illuminé raciste. Il
faut pas perdre de vue qu'il est raciste, c'est important. Il y a un projet messianique. Lui, il n'est pas du tout religieux. Il utilise les messianiques, mais lui, c'est un raciste. Il se venge parce que son frère a été tué en 70 par des Palestiniens. Voilà, donc c'est un type qui est complètement allumé. C'est un type qui était un adorateur de Jabotinsky, donc quelqu'un qui était lui-même déjà un adorateur de Hitler et de Mussolini. C'est des racialistes suprémacistes blancs. Il n'est même pas d'ailleurs de nationalité israélienne, au départ il est américain. Il devait être architecte, finalement il s'est retrouvé de l'autre côté. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a d'abord une chose importante. Je pose une question simple, combien d'immeubles ont été détruits du côté des sionistes? Pas un seul. Quelques petits bombinettes, mais pas une destruction. À Gaza, plus de 80% de destruction, ils veulent aplatir le territoire. Ensuite, chose importante, aujourd'hui, moi j'ai une amie que vous connaissez tous, qui s'appelle Rima Hassan, qui est une femme extraordinaire. Députée française. Députée européenne, pour être précise, qui a été élue sur la liste LFI et qui a toujours gardé, et c'est en cela que je la remercie parce qu'elle a toujours gardé une éthique, sur la question décoloniale, elle n'a jamais reculé sur aucun plan. Rima Hassan est menacée de mort tous les jours, insultée, menacée de viol, menacée de la massacrer dans la rue, menacée d'ailleurs, elle partage tous les messages qu'elle quelques messages qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux, elle les partage. Vous savez, quand vous avez des barbares sionistes en face de vous, ils ont un truc dans la tête, c'est comme ils sont racistes, ils se croient pour le peuple de la lumière, mais ils s'imaginent qu'ils peuvent parler aux Arabes comme s'ils parlaient des animaux. Bon, on connaît le sujet de la déshumanisation, les nazis faisaient ça très bien. Mais aujourd'hui, il faut témoigner notre soutien total et indéfectible, parce qu'elle a le courage de dire enfin au Parlement européen ce que les Européens n'oseront jamais dire. Et elle a de la chance, elle est dans un parti qui au moins sur la question palestinienne est propre. Moi je dirais simplement, c'est que vous avez des illuminés, teintés de haine raciste mélangée à un messianisme ridicule, qui prétendent, ces Européens, que cette terre leur est due parce qu'ils seraient partis il y a 2000 ans. C'est tous des Khazars, ils n'ont rien à voir avec l'Orient. Ce sont des Européens. Mais ils se sont créés une histoire fantasmée comme ça pour justifier d'une colonisation. Simplement rappeler une chose importante. La Palestine, c'est quoi? La colonisation de la Palestine, c'est quoi? On est après la Seconde Guerre mondiale, on est au moment des décolonisations. Et à contre-courant des décolonisations, on va installer une puissance coloniale dans la région. Les Palestiniens ne sont pas colonisés par des Juifs, ça c'est un mythe. Ils sont colonisés par les Européens qui ont perdu 8 croisades avant. Pendant 2 siècles. Et donc cette nouvelle croisade déguisée, elle a été prouvée cette fois-ci et documentée par le fait que lorsque les sionistes tuent les Palestiniens, c'est avec des bombes américaines, allemandes, anglaises. Donc ça veut dire que ceux qui donnent les bombes sont bien des Européens croisés. Et cette question doit être posée avec acuité, ne pas mélanger la question juive, qui n'a rien à voir, avec la question palestinienne qui est tenue par les Européens. Ensuite, effectivement, les Juifs orientaux sont rentrés dans la boucle comme des manipulés parce qu'ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils faisaient. Mais en vérité, les véritables ennemis des Palestiniens viennent d'Europe et veulent les exterminer. Et maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que la destruction totale de Gaza pour en faire une zone de non-vie et l'invitation palestinienne de partir soi-disant spontanément, en les tuant évidemment, c'est un génocide caractérisé. Netanyahou ne s'arrêtera pas parce que seulement il y a des questions de justice, c'est qu'il croit vraiment à son délire de domination raciale et messianique. Et il va aller jusqu'au bout de sa barbarie parce que pour le moment, personne ne lui a tiré une balle dessus. Gamal, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que le projet de l'extrême droite sioniste est de chasser aujourd'hui les Palestiniens de leur terre? Le projet de l'extrême droite sioniste, c'est de chasser non seulement les Palestiniens, mais accrochez-vous, ils sont en train de coloniser la Syrie. Contre Israël. Voilà, Eretz Israël. C'est un projet qui veut détruire toute la résistance arabe dans la région. Arabe, qu'elle soit chrétienne d'ailleurs ou musulmane. Même une partie de l'Irak aussi. Tout à fait, l'Irak. Là, on parle beaucoup en ce moment de la Jordanie, le Sinaï. Ils veulent déporter, utilisez bien le terme, déporter les Palestiniens en Jordanie dans la partie qui ne sera pas occupée. Donc Eretz Israël, c'est un rêve sioniste qui date de longtemps. D'ailleurs, ils le mettent même sur leur petite manchette. Donc ça, c'est une chose qui doit être dite aux arabo-musulmans en général. Si vous ne faites pas une coalition pour stopper ces barbares, ils vont vous détruire. Très bien. Alors après l'extrême droite sioniste, on passe à l'extrême droite française, si vous le voulez bien. Messieurs, en France, donc Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, a été condamnée à 5 années d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Le couperet est tombé lundi 31 mars. Marine Le Pen a été condamnée à une peine de 4 ans de prison dans 2 fermes sous forme de bracelet électronique et d'une peine donc d'inéligibilité qui ne lui permettra pas de se présenter à l'élection présidentielle, Mehdi. Pour une anti-européenne notoire se faire condamner pour des malversations avec des frais de l'Union européenne, excusez-moi, c'est quand même assez rigolo. Moi, ça me fait rire. Vous l'aviez promis, Mehdi, sur ce plateau même, qu'elle ne serait jamais élue présidente de la République. Je maintiens cette promesse ad vitam aeternam. Mais bon, c'est le 8e ou le 9e échec de la famille Le Pen sur les 8 ou 9 dernières élections présidentielles. Et voilà, et quand tu vois le petit derrière elle, Bardella, qui n'a aucune ossature, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a jamais rien prouvé, qui se prétend être Premier ministre potentiel ou alors président de la République potentielle, c'est juste un gag.
Maintenant, pour revenir sur l'affaire Le Pen, c'est exactement, je vais vous dire, c'est exactement le même cheminement médiatique qu'il y a avec l'affaire en Palestine. Ça veut dire que quand il y a eu toute proportion gardée, bien évidemment, parce que c'est deux sujets tout à fait différents, mais sur le cheminement médiatique, c'est exactement la même chose. J'explique ma pensée. La Palestine, quand on parle de la Palestine, il y a une sorte d'omerta sur les médias mainstream et sur les médias, on va dire, des réseaux sociaux et sur toutes les différentes structures des réseaux sociaux. Et bien pour Le Pen, il y a eu les mouches qui sont connues, qui ont commencé à faire une propagande en disant que c'était une injustice totale qu'elle soit déclarée inéligible pendant 5 ans. Et donc tu as tout un vacarme qui a été fait en disant comme quoi c'était un vol de la démocratie. Et comme quoi on avait volé, écoutez-moi bien, la victoire de Marine Le Pen en 2027. Oh là là. Elle est sûre de gagner les élections. Mais ça, c'est des éléments de langage qui ont été transmis partout. Elle-même, elle dit qu'elle est favorite. Mais partout. Oui. Mais tu t'imagines l'aplomb de dire ça, la démocratie a été volée. Comme si toute la démocratie de la France reposait sur une personne, et en l'occurrence Marine Le Pen. Alors c'est elle qui a volé la démocratie. Alors que c'est elle qui a volé la démocratie. Deuxième chose qui est très important, c'est qu'en France, malheureusement, les médias ont des préférences politiques, mais qui maintenant, à un moment, c'était un peu caché, ou c'était un peu diplomatiquement fait, ou un peu, voilà, de façon assez propre. Maintenant, ils ne se cachent même plus. Maintenant, quand tu as des médias qui commandent des sondages, qui sont faits par leurs propres médias, et qui sont transmis sur leurs propres médias pour influer, les téléspectatrices et les téléspectateurs, moi, j'appelle ça de la propagande. Personnellement, j'appelle ça, il n'y a pas d'autre mot que ça soit de la propagande. C'est la propagande et la manipulation aussi, parce que les sondages, rappelez-vous, m'a dit, dès leurs élections législatives, avaient tous prévu la victoire de l'extrême droite, etc. Et tous les sondages, 28 sondages, étaient tous faux. On ne se rappelle pas des 20% d'Éric Zemmour pendant la présidentielle de 2022 alors qu'il a eu 7%. On ne se rappelle pas des 16% de Valérie Pécresse pour les élections présidentielles. Elle n'a même pas fait 5%. En fait, les sondages, c'est quelque chose qui est très aléatoire. Et je vais vous dire mon simple avis, et ça n'engage que moi-même. Ce qui est très important de savoir, c'est que pour moi, cette condamnation judiciaire a montré le véritable visage que voulait dissimuler le Rassemblement national pendant un bon nombre d'années. Cet acte de justice a dévoilé la face cachée, que cachait d'ailleurs Marine Le Pen d'elle et de ses adhérents, les menaces de mort qu'ont reçues les juges. Oui. Les menaces de mort qu'ont reçues les juges qui ont jugé cette affaire. 3 femmes. C'est inadmissible. Ces juges-là sont sous protection policière pour avoir juste appliqué le droit. Le droit que Marine Le Pen elle-même a fait voter il y a 10 ans, quand elle était députée. Et c'est qui plus est, elle est avocate. Donc elle faisait quand même pas partie du barreau de Paris. Oui. La troisième chose, moi, qui me choque personnellement, c'est que maintenant, ils veulent placer immédiatement Jordan Bardella en termes de dauphin, de sauveur, sauveur de la nation. Le mec, je vais vous le dire, j'ai eu déjà le déplaisir de le rencontrer. Ce mec-là n'a jamais eu une fiche de paye de sa vie. Il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Et il veut diriger la 6e ou la 7e ou la 8e puissance mondiale. Je ne connais pas les derniers chiffres. Mais c'est juste affligeant. Mais c'est affligeant. Le mec a 30 balais et il veut diriger une puissance nucléaire dans le monde. Et là, personne ne dit rien. Non, mais vous en rendez compte? C'est juste incroyable. Où est-ce qu'on est arrivé? C'est incroyable à quel niveau de débilité intellectuelle on est arrivé. Un mec qui n'a jamais travaillé de sa vie une fois, un mois, une semaine, veut diriger une puissance nucléaire européenne. C'est d'une utopie, mais terrible. Je ne comprends plus rien.
Je ne comprends plus rien. Le programme. Faisal, il y a eu, avant ça, il y a eu Nicolas Sarkozy aussi qui a été condamné. Oui, mais Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, ils vont partager une chose. Nicolas Sarkozy, ancien président, et Marine Le Pen, c'est le bracelet électronique. Vous voyez, donc. Un bracelet qui va coûter cher. Pendant 2 ans. Je vais aller vers toi aussi, excuse-moi, et je te jure, je te laisse la parole. Nicolas Sarkozy, il y a 15 jours, le procureur a demandé 7 ans de prison. Oui. Réquisitoire. 7 ans. Le procureur a requis 7 ans de prison pour l'affaire de la Libye. Oui, de l'argent. C'est passé, excusez-moi, mais c'est passé sous silence dans les médias mainstream. Alors, je sais très bien les relations qu'a Nicolas Sarkozy avec le groupe Bouygues. Il fait partie du conseil d'administration, le groupe Bolloré, où il a des amis puissants et X et Y, et le groupe LC, où il a réussi à placer son fils. Mais le groupe. Enfin, LC qui fait partie justement du groupe Bouygues, mais c'est juste affligeant. Vous imaginez que dans un pays, excusez-moi, qui est la 6e ou la 7e puissance, parce que moi des fois je m'en remets pas, moi des fois quand je lis des news, je m'en remets pas. 6e, 7e puissance mondiale, tu as un mec qui est Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, où le procureur demande 7 ans de prison. Tu as une dame qui est présidente du premier ou deuxième parti d'opposition français, où il y a 4 ans de prison qui lui ont été signifiés. Pour 2 fermes. Dans 2 fermes, et 2 avec bracelet électronique, et on te parle de Doualem, l'OQTF, et attention, et lui il a dit sur TikTok, et lui il a dit, non, lui c'est un mauvais, il a mal parlé, il a insulté le chat de la voisine. Mais on se réveille? Allô? On se réveille ou pas encore? Le préjudice porté par l'affaire Marine Le Pen est de 4,1 million d'euros. C'est énorme, c'est une somme énorme. Bien sûr, ce qui est curieux, c'est que Marine Le Pen est allée tout de suite après le procès. Et c'est une affaire qui s'étale entre 2004 et 2012. Faut le De rappeler, 2015 et 2012, absolument, par les assistants parlementaires européens qui étaient donc payés. Certains, effectivement. C'est une grosse affaire. Elle est partie tout de suite à la chaîne du groupe Bouygues, d'ailleurs, TF1, pour attaquer la décision de justice, alors que dans les règles de droit, on ne commente pas ce qu'on nous a appris dans les écoles de journalisme. On ne commente pas les décisions de justice. Oui. Et malgré ça, et ce qui est le plus curieux, je serai rapide, Nouhed, c'est que cette inéligibilité est dans le programme du Front National, du Rassemblement National. Eux-mêmes ont plaidé pour ça, mais quand ça les touche, ça devient une atteinte à la démocratie, comme l'a évoqué Mathis. Très bien, merci messieurs. Donc, pour, Badis voulait parler justement sur rapidement, Le Pen. Badis, parce que Naliman s'impatiente. Non, mais c'est très important. Non, je pense que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, effectivement, en tout cas le Rassemblement National, d'abord, c'est la représentation de la vraie extrême droite, notamment de la déliquescence, de l'immoralité, notamment de la politique de l'extrême droite, d'une part. D'autre part aussi, c'est un jour noir, puisque, vous savez, c'est pas encore fait Bardella comme Poulain, oui. Puisque l'histoire se répète rapidement, Nouhed, c'est très important. En 1998, Jean-Marie Le Pen, père, qui a issu au fait 1 an d'inéligibilité notamment, pour les élections parlementaires européennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Mais passer l'empathie hypocrite, et c'est ce qui va se passer prochainement, il y a eu une guerre des chefs. Oui. Et d'ailleurs, marquée par la scission, notamment pour la première fois avec Bruno Maigret, qui a créé son propre parti et qui leur a coûté 5% ou moins à peu près aux élections. Alors, il faut faire attention. Par contre, elle, avec un effet immédiat, notamment de cette inéligibilité, elle ne pourra pas se présenter. Pourquoi je dis ça? Parce que ça nous a coûté le 2002, effectivement, avec le deuxième tour, Chirac, Le Pen, effectivement, où il y a eu le Front républicain pour une fois. Donc, c'est très important de rappeler. Et Bruno Maigret a pris 5% des électeurs et a pris la fille de Le Pen. Tout à fait. C'est aussi bien de le préciser. Excusez-moi, je suis obligé. Excusez-moi, j'étais obligé de le dire. Non, la guerre des chefs aura bien lieu, puisqu'en plus, Bardella, quand elle a été questionnée sur un plateau télé aux 20h, elle a dit il a des atouts, mais c'est pas le moment. Elle s'est faite malmener lors du dernier. Absolument. Absolument. Qui est un excellent journaliste. Donc cette guerre des chefs aura lieu, et je pense que c'est pourquoi on peut parler effectivement de la chute de la maison Le Pen, mais surtout aussi la chute du Rassemblement National tout court. Alors c'est un sujet, je pense, sur lequel on reviendra plus en détail dans d'autres émissions, mesdames et messieurs. Excuse-moi, Nouhed, ils ont demandé une manifestation demain qui, d'après mes sources bien indiquées, sera un flop total. Ce sera un meeting, Mahdi. La suite dans quelques instants.
Hebdo Show Algérie se poursuit sur Al24 News pour cette dernière partie. Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël, bonsoir messieurs. Alors vous avez décidé de nous parler ce soir de la valorisation et de la protection de notre patrimoine, Nariman, avec le dépôt d'un dossier d'inscription de l'art et de l'ornementation avec des bijoux en argent émaillé de l'habit féminin de la Kabylie à l'UNESCO. Exactement, mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, et vu qu'on va parler patrimoine, je tenais à revenir tout d'abord rapidement sur les festivités de l'Aïd de cette semaine. On l'a vu, les très belles images lundi de la grande mosquée d'Alger, où le président Abdelmadjid Tebboune avait accompli avec plusieurs membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie, ainsi que des centaines de fidèles, la prière de Eid al-Fitr. Et du coup, je voulais qu'on s'arrête quand même quelques minutes sur ce joyau architectural qu'est Jama al-Jazair, parce que je trouve déjà qu'on n'en parle pas assez. Il faut rappeler que la mosquée avait quand même remporté le prix de la meilleure conception architecturale au monde en 2021, un prix décerné par le musée Chicago Athenaeum d'architecture et de design. Alors, on le sait, c'est la plus grande mosquée d'Afrique, troisième plus grande mosquée du monde après le Haram al-Makki et le Masjid al-Nabawi de Médine. Elle est également dotée du plus haut minaret du monde et qui peut aussi accueillir plus de 100 000 fidèles. On parle de 120 000 fidèles à peu près. Une vraie mosquée de compétition. Mais au-delà de ça, Jama al-Jazair est également appelé le monument de la coexistence. Et c'est pas pour rien, à travers cet édifice, l'Algérie offre au monde l'image de l'islam des Lumières, une religion qui évolue et qui s'inscrit dans le temps des hommes, représentant une complémentarité entre tradition, authenticité et modernité. Et ça me rappelle d'ailleurs Faisal que le plan de rénovation d'Alger avance à très grand pas. Absolument. D'ailleurs, le mosquée Jama al-Jazair, celui qui rassemble, est un édifice très moderne. Vous avez vu le minaret, comment il fait. C'est un minaret carré conçu, je pense qu'il est unique en son genre dans le monde. C'est l'une des façades de l'Algérie du futur. C'est vrai, vous avez évoqué, il y a plusieurs plans qu'on a abordés déjà dans cette émission, de la modernisation de la capitale, qui est l'une des plus belles villes du monde, modernisation de son centre historique, notamment la Casbah. La Casbah, vous savez, d'un élément qui est classé par l'UNESCO, par le patrimoine matériel de l'humanité depuis très longtemps. Donc c'est un centre historique parmi les plus beaux aussi au monde. Et donc l'Algérie aura la façade de l'Alger du futur, la capitale du futur, qui est l'une des plus grandes capitales aussi en Afrique et en Méditerranée, va, si vous voulez, réunir les aspects traditionnels, comme la Casbah, comme les palais, comme Dar Khdaouj al-Amia, comme Dar Souf et d'autres édifices, et également la modernité, ce qu'on sera les quartiers du futur de la capitale. Et ça va effectivement dans ce sens, parce qu'il y a des plans qui sont en exécution actuellement dans la capitale. Justement, on va continuer de parler de notre patrimoine avec l'information de la semaine. L'Algérie continue sur sa lancée de la préservation et de mise en valeur de son patrimoine culturel immatériel, avec un nouvel élément en lice pour une reconnaissance internationale. Je parle là de l'art de l'ornementation avec des bijoux en argent émaillés de l'habit féminin de la région de Kabylie, une tradition indissociable de l'histoire de notre pays. Alors ce sont des joyaux qui sont fabriqués à la main, on les voit sur ces images, et qui se distinguent par une technique d'émaillage qui est particulière, et aussi ces formes géométriques colorées. Donc c'est vraiment l'élément incontournable de la tenue traditionnelle féminine de la Kabylie, et c'est d'ailleurs en vue de préserver justement cette identité culturelle berbère propre à l'Algérie que le pays œuvre en quête d'une nouvelle reconnaissance internationale après les nombreuses reconnaissances précédentes. On en avait parlé plusieurs fois dans les précédents numéros d'Hebdo Show. D'ailleurs, Faisal, on assiste ces derniers temps à, on peut dire, une redynamisation des efforts de l'État algérien pour protéger notre patrimoine matériel et immatériel. L'État algérien donne ces dernières années beaucoup d'importance au patrimoine, parce qu'il faut noter que le patrimoine matériel et immatériel était ignoré à un moment donné. C'est vrai que dans les années précédentes, il y a eu classification de certains éléments,
Le dernier en date, c'est le costume féminin de l'Est algérien. Gandora, Melhfa et les autres, le caftan et les autres accessoires. Là, c'est la ornementation. Parce que l'UNESCO, en fait, elle classifie les savoir-faire. Ça veut dire comment on fabrique ce bijou. Il est célèbre par le terme bijou de Blieni. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Absolument. Et effectivement, ces bijoux sont uniques au monde. Ils ne sont fabriqués qu'en région de Kabylie. Bon, il y a certains avec le corail qui sont fabriqués dans la région de Qala et de Tarp, dans l'extrême-est algérien, mais c'est effectivement un dossier. Et j'ai personnellement discuté avec M. Slimane Hachi, qui est le président directeur du Centre national de recherche en préhistoire et histoire, qui m'a parlé de ce dossier qui a été préparé par beaucoup d'experts, par des chercheurs, par des universitaires, par des artisans. Et donc, il a beaucoup de chances pour être classé par l'UNESCO. Et l'UNESCO exige que les dossiers soient déposés avant le 31 mars de chaque année. On parle d'ailleurs au total de 5 éléments inscrits à la liste de l'UNESCO. L'Algérie, on l'a vu, se positionne comme un acteur majeur dans la reconnaissance du patrimoine culturel. Il y a d'ailleurs aussi le fameux dossier controversé du Zellige qui est en cours d'examen à l'UNESCO. Et pourquoi je dis controversé? Parce que il n'a pas encore été déposé. Hein. Il est en cours d'examen. Il est en cours d'examen en ce moment à l'UNESCO. Et je dis controversé parce qu'en fait, il existe certains pays qui font toujours des mains et des pieds pour se réapproprier tout ce qui est algérien. Et on se demande d'ailleurs pourquoi Gamal. Le problème, c'est qu'il y a certains pays qui ont du mal avec la géographie. Or, la civilisation arabo-musulmane, mais la géographie, simplement. On va par vous passe le commerçant. La civilisation arabo-musulmane, c'est au Moyen-Orient, d'accord, qui est enrichie en passant par l'Égypte, enrichie en passant par la Libye, la Tunisie, l'Algérie et finit par l'extrémité de l'Afrique. Donc certains ont du mal à comprendre que cet enrichissement et cette culture qui est transmise va être enrichie d'abord en passant par chez nous. Donc on ne peut pas avoir pris quelque chose qui était d'abord chez nous. C'est vrai que certains veulent s'approprier, bon, c'est un peu ridicule, c'est une guerre culturelle de bas étage, mais en vérité l'Algérie n'a aucun problème avec ça, puisque toutes nos mosquées sont ornées de ces fameux éliges. Très bien, merci. Merci pour cette intervention. Gamal, messieurs, vous n'avez plus rien à dire? Si, Badi. Non, très rapidement, je pense que l'Algérie revient en force, notamment pour protéger son âme, son patrimoine, puisqu'au-delà du patrimoine, on est en train de parler de l'âme de notre histoire, de notre civilisation. C'est la sécurité culturelle. Tout à fait. C'est justement pour contrecarrer l'hold-up culturel que nous avons subi par le passé, et je pense qu'il est très important. Il y a un projet très ambitieux, notamment, sous instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a compris qu'effectivement, il faut avoir cette transmission de l'histoire, mais pour la faire, il faut préserver notre ADN, notamment de l'histoire, de la culture. Vous avez évoqué tout à l'heure les bijoux qui sont au-delà de l'artisanat, ça reflète aussi la richesse, la diversité de notre culture, sa profondeur. C'est un pays continent, effectivement, qui a pu, à un moment donné de l'histoire de la civilisation, rassembler des gens de diverses cultures et qui ont vécu dans cette terre qui est appelée l'Algérie aujourd'hui. Donc c'est très important aujourd'hui de préserver ce patrimoine, puisque notre histoire dessine notre avenir. La connaissance m'épate, Baptiste. Et c'est sur ces mots qu'on arrive, mesdames et messieurs, à la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. Merci à toute l'équipe qui a été avec moi ce soir. Rendez-vous samedi prochain à 20h45 sur A24 News. Très bonne soirée.